Alors nous sommes le samedi 24 octobre 2015, nous sommes de retour aux Sablettes. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Jean-Christophe Giol, je suis un producteur de coquillages dans la baie de Tamaris. Vous savez que l'année dernière, on a interviewé Pierre Malmidjer. Oui, effectivement, je suis au courant. Hein. On a eu d'abord un contact, je pense que vous avez une coopérative ici. On va citer le nom de la personne, on va le remercier d'ailleurs de sa participation et de son accueil. Il s'appelle Olivier Otto, j'ai bien sûr une pensée pour lui d'abord, ce qui nous permet ensuite de nous rencontrer, qu'on est là depuis 9h ce matin. Et vous nous avez montré des choses, et c'est ça que j'ai envie que vous nous expliquiez. Deux spécialités, on peut dire, les huîtres et les moules. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous ici, la baie de Tamaris, c'est essentiellement connu par rapport à la production de moules, parce qu'il faut quand même savoir que c'est un des plus vieux bassins de production qui est en Méditerranée. L'activité a commencé ici dans les années 1860, quasiment en même temps que les temps de taux. Ça vaut quand même le coup d'être précisé, je pense. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait que des moules, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est la plus grosse production, c'est les moules. Après, on fait donc une deuxième activité, qui est donc les huîtres. En fait, les huîtres, on fait essentiellement de l'affinage d'huîtres, on fait. En production pure, on n'est pas tellement nombreux à les faire vraiment de A à Z ici, sachant qu'en Méditerranée, il n'y a aucune huître creuse qui vient en Méditerranée. Toutes les huîtres creuses viennent de la côte atlantique. Nous, on fait venir les petits naissains de la côte atlantique, c'est-à-dire soit d'Arcachon ou soit de Charente, et après on les fait donc pousser avec nos méthodes à nous ici en Méditerranée. Alors justement, on parle des huîtres, parce que les huîtres de Tamaris, c'est quand même assez connu. Votre étiquette, je la connais pas mal, vous le savez. Expliquez-moi un petit peu ce qu'on a vu sur site. Ouais, c'est vrai que ce matin, vous êtes venu et ça tombe bien, parce qu'au MAS, on était en train de faire le tri des huîtres, donc le calibrage, parce qu'en fait, nous, on met tout dans des pochons, on appelle ça donc des pochons, des poches à huîtres, en fait, ni plus ni moins, C'est vrai que donc là, ce matin, quand vous êtes arrivé, on était en train de faire le triage d'huîtres, c'est-à-dire en fait on les calibrait par taille. Ça fait partie d'une des étapes. Après, je vous ai emmené sur l'eau voir les deux procédés d'élevage, c'est que moi essentiellement donc je fais ici. C'est-à-dire le premier système donc d'élevage, c'est donc un système d'élevage donc sur corde collée. On appelle ça donc de l'huître collée. Et après j'ai un système d'huîtres détroquées. En fait, c'est des coquilles d'huîtres que j'achète en Charente où des petits naissains donc d'huîtres sont venus donc se coller dessus. Et après moi ces coquilles, je les mets donc sur un tauron. On appelle ça donc un tauron à la corde. On les met entre deux taurons et l'huître donc bien entendu est coincée entre ces deux taurons, et les petits naissains qui se sont fixés dessus, on les laisse grandir jusqu'à maturité sur la coquille. Quand on va sur le site, ce qui surprend, c'est qu'il y a des pilotis, des cordes, si on schématise C'est le mode de production typique en Méditerranée. Il y a uniquement, comme vous avez dit, donc, des pilotis, nous on appelle ça des cornières, dans notre jargon à nous, avec des structures en bois dessus, ou maintenant, à l'époque c'était surtout des structures en bois, maintenant on est quasiment tous passés aux structures métalliques, parce que c'est quand même beaucoup plus résistant dans le temps, c'est quand même beaucoup mieux de travailler avec ça. Et en fait on appelle ça le système de production par suspension, parce que nous, en Méditerranée, comme on n'a pas de marée par rapport à la côte atlantique, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un système de table. En fait, nous on appelle ça donc des tables en mer, et donc tout est pendu dessus, c'est tout ni plus ni moins. Et vous n'êtes pas au sec, vous êtes justement sur le bateau, parce que vous êtes sur l'eau. Effectivement, c'est vrai que nous, notre récolte, se fait donc sur un bateau, contrairement pareil encore une fois à la côte atlantique que ramasse les coquillages à pied, à marée basse. Nous, tout se fait bien entendu sur l'eau. On reviendra sur les huîtres tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a aussi des choses à dire. On va parler des moules aussi, parce que les moules de Tamaris, c'est quand même assez connu aussi. En fait, les moules, à l'époque, toute la graine qu'on mettait encore à Tamaris venait d'ici, de la rade de Toulon. Maintenant, c'est vrai que avec les modifications donc des réseaux pluviaux et de l'assainissement, c'est vrai que de la graine, on en a beaucoup moins. C'est pour ça que maintenant, on fait venir une grosse partie, d'ailleurs en majorité, on fait venir de la graine d'Italie. C'est pour ça que fin d'année, début d'année, on fait rentrer toutes nos petites moules d'Italie qui sont déjà sur corde, et après on les remet en mer et on les laisse grossir pendant minimum 6 mois pour qu'elles arrivent à maturité, ni plus ni moins. Justement, on va parler de maturité. Combien de temps il faut pour d'abord les huîtres? Il y a deux sortes d'huîtres. Vous avez l'huître triploïde, c'est une huître qui est modifiée dans des écloséroïdes de petits coquillages. Cette fameuse huître triploïde, en fait, c'est une huître qui est stérile, ce qui veut dire qu'elle ne se reproduit pas. Comme elle ne se reproduit pas, elle ne fait pas de laitance. C'est pour ça qu'au départ, cette huître-là, on l'appelait l'huître 4 saisons, parce qu'en fait, on pouvait la manger toute l'année, contrairement à l'huître naturelle, qui elle, automatiquement, donc fait son cycle, sachant que le cycle de l'huître commence grosso modo, la date, on va dire, de référence, c'est le 14 juillet. C'est là, grosso modo, à quelques jours près, où les premières huîtres naturelles, je répète bien naturelles, commencent à avoir le lait. C'est vrai que là, il y a beaucoup de gens, une fois que les huîtres ont le lait, beaucoup de gens bouent de l'huître. Je tiens aussi à signaler qu'une huître grasse n'est pas une huître avec de la laitance. C'est vrai que beaucoup de gens font l'amalgame à ce sujet-là, et c'est pour ça que je tiens à préciser qu'une huître grasse n'a rien à voir avec une huître laiteuse. C'est vraiment deux choses totalement différentes. C'est pour ça qu'une huître stérile, comme elle n'est pas reproductrice, elle pousse beaucoup plus vite qu'une huître naturelle. Tout dépend du milieu. Avec une huître en triploïde, on peut arriver à faire des huîtres en 8 mois. Entre 8 et 10 mois maximum, je dis bien. Sur les temps de taux, vous voyez, c'est les tables qui sont vraiment bien placées au large, ils arrivent à faire 2 rotations dans l'année. D'un point de vue rentabilité, c'est quand même énorme. Bon, maintenant, moi je suis contre les huîtres triploïdes
triploïde. C'est pour ça que moi je travaille uniquement avec de l'huître naturelle. Et c'est vrai qu'une huître naturelle, il faut quand même compter minimum 14 mois pour arriver à faire une huître. Vos huîtres, on les connaît, hein, je tiens à le préciser. On va parler de l'huître de Tamaris. Qu'est-ce qu'elle a comme réputation? Ça, c'est quand même donc une huître de Méditerranée. C'est vrai que bon, c'est bon par rapport à de la Marraine, elle est quand même, on va dire, beaucoup plus salée, beaucoup plus iodée que l'huître de Marraine. Comme nous, en Tamaris, on est quand même ouvert à la pleine mer, contrairement à l'étang de Thau et à l'étang de Leucate. Et donc, on a quand même un produit totalement différent de l'huître de l'étang de Thau. Aussi bien au niveau saveur qu'au niveau texture. Et bien entendu, elle est beaucoup moins salée que l'étang de Thau. Alors, on va parler bien sûr de la notoriété. Je pense quand même qu'elle commence à être connue. Maintenant, ça fait à peu près une bonne dizaine d'années, enfin, c'est qu'on a mis donc ce produit en avant, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on en parlait vraiment très peu, quoi, voire quasiment pas. Et c'est vrai que par rapport à sa qualité gustative, c'est vrai qu'elle méritait d'être connue. C'est pour ça qu'avec quelques producteurs d'ici du coin, bon, bien entendu, enfin, avec quelques revendeurs, on a donc mis ce produit en avant. Et c'est vrai que maintenant, beaucoup de clients vont dans certaines grandes surfaces, et chez nous, c'est pour acheter l'huître de Tamaris. C'est vrai que maintenant, on en parle de plus en plus. Ça fait maintenant quasiment 1 an et demi, 2 ans, enfin, ce que moi j'ai donc lancé donc le projet, enfin, c'est de labelliser l'huître, et pourquoi pas les moules. Bon, c'est vrai que les moules, c'est beaucoup plus dur, parce que enfin, hormis la moule de Bouchot, hein, et qu'il y en a aussi, après les moules, c'est un produit un peu plus basique que l'huître, quoi. C'est pour ça que moi j'avais donc eu l'idée, quand je parle donc de label, le label c'est un mot au sens large. On peut très bien avoir le label rouge, on peut très bien avoir une AOP. Et c'est vrai que si maintenant demain on arrive à monter un cahier des charges, bien entendu tous en commun, c'est vrai que bon, c'est quand même quelque chose qui se fait pas en 5 minutes. Ça prend énormément de temps, parce qu'en fait ce label consiste donc bien entendu sur un cahier des charges. Les producteurs qui respecteront ce cahier des charges pourront bénéficier de ce label. C'est pour ça que j'ai donc pris contact avec l'INAO, parce que c'est donc eux qui délivrent tous les labels au jour d'aujourd'hui en France. C'est le seul organisme reconnu pour ce type de procédé de labellisation, ni plus ni moins, que je les ai fait donc venir. C'est eux qui m'ont expliqué vraiment les démarches à suivre. C'est vrai que c'est vraiment un travail hyper lourd à faire. C'est pour ça que ça prend minimum entre 3 et 5 ans. On a fait un premier pas vers eux. Ils nous ont donc donné un maximum d'informations pour commencer le projet. Maintenant, donc, c'est à nous à se mettre autour d'une table ronde, à balancer les idées et à commencer le cahier des charges. Alors, si on veut vous trouver, puisque on est chez vous là, hein, on est juste devant le bateau qui nous a servi à aller sur zone tout à l'heure. Vous êtes à côté de l'embarcadère des Sablettes. Combien de personnes vous êtes? On est donc 4 salariés à l'année. Après, bon, en saison, on peut monter on double quasiment en saison, quoi. Et sinon, après, en termes de producteurs, on y est 8 sur zone là. Et c'est vrai que bon, enfin, quand moi j'ai commencé en 2004, ils étaient plus que 4 ou 5 en activité. C'est vrai que maintenant, bon, c'est quand même bon signe. Je veux dire, il y en a quand même quelques-uns qui reviennent. Il y en a aussi quelques-uns qui sont partis aussi en retraite, d'ailleurs qui ont du mal aussi à vendre leur activité, à passer le flambeau. Enfin, c'est un petit peu dommage, quoi. Il y a des ventes ici, au magasin. On a donc mis en place un système donc, de vente aux particuliers directement. En plus, bien entendu, des ventes qu'on fait en gros au restaurant et poissonnier, quoi. Parce que c'est que maintenant, le consommateur est de plus en plus à la recherche directe, consommateur et producteur en direct. C'est pour ça que donc, nous, on est donc ouvert tous les jours, enfin tous les matins, de 7h à 13h. Alors, on va le dire, hein, il y a Olivier Otto qui m'avait demandé de vous poser une question concernant des visites qui pourraient se faire sur les cabanes. Et ça, j'aimerais qu'on en dise un petit mot. Ça, c'est lui donc qui est à la base de ce projet et de cette idée-là, quoi. C'est vrai que bon, enfin, ça lui tient vachement à cœur. C'est vrai que d'ailleurs, bon, c'est une idée que moi je soutiens vraiment à 200%. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux points de vue, hein. Donc le point de vue d'Olivier, mais celui de vous en tant que producteur. À chaque réunion, il prend une évoque avec les différentes administrations qui sont donc autour de la table avec nous. Et c'est vrai que c'est vraiment une idée super intéressante, parce qu'en fait, il a comme idée de faire des espaces de dégustation, mais en mer, pas à terre, mais en mer. C'est-à-dire qu'en fait, comme ici, on est quand même le seul site en France, c'est aussi tout à l'heure, donc ça, je l'ai pas rappelé dans la présentation, mais je pense que ça mérite d'être dit. Bon, d'ailleurs, je le dis maintenant parce que bon, ça va avec. On est quand même le seul site en France où on a des cabanes sur pilotis en mer. Parce qu'à l'époque, avant d'avoir les masses à terre, on avait toutes les machines en mer et toute la production se faisait en mer. Et maintenant, on travaille aussi avec notre temps. C'est pour ça que maintenant, certains d'entre nous, on a donc fait construire des gros masses à terre. On a donc mis nos machines à terre. J'ai bien fait de poser la question. Hein. Tout à fait, parce que ça, voyons, ça m'était sorti de la tête, voyons. Mais aujourd'hui, il faut quand même savoir, c'est qu'ils sont quand même encore 2 ou 3 à travailler encore en mer. Hein. Ils ont encore donc des machines en mer. Donc c'est vraiment typique d'ici, ça. On est bien d'accord, c'est vraiment typique d'ici. D'ailleurs, même en Europe, je ne connais pas d'endroit, de zone où c'est qu'il y a un endroit comme ça. L'idée de faire visiter les parcs en mer, ça serait pas mal. Si maintenant on avait en plus la possibilité de les faire déguster, ne serait-ce que bien entendu, on ne fera pas de la restauration, ça sera vraiment une visite vraiment typique des produits du terroir, en leur expliquant bien entendu déjà comment ça fonctionne. C'est quand même hyper intéressant de savoir que des gens habitent dans une zone de production où on élève des coquillages, de leur expliquer comment ça fonctionne. Ça va déjà aussi les rassurer mentalement. Si en plus les gens peuvent déguster un plateau de fruits de mer ou avoir un poisson grillé sur place, ça serait vraiment le top. Une dernière petite chose concernant justement les installations que j'ai visitées à terre. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? En fait, nous maintenant on fait toute la production à terre. En fait, on va en mer uniquement pour faire la récolte de. Enfin bon, bien entendu, on met bien entendu en premier donc on sème, on va dire si vous voulez des coquillages. Moi j'aime ce terme-là, quoi. On sème donc les coquillages. Après donc on fait donc la production à terre. Bien entendu, après à terre, on a aussi des bassins de purification, parce qu'il faut quand même savoir que maintenant, c'est maintenant pas quelle année, je pense un peu plus de 20 ans, quoi, voire 30 ans par rapport aux normes européennes, on n'a plus le droit de manger des coquillages directement sortis de l'eau, parce que quasiment toutes les zones de production en Europe maintenant sont quasiment toutes passées en B. Il en reste quelques-unes en A, mais bon,
elles deviennent de plus en plus rares. Maintenant, donc toutes les zones de production qui sont classées en B, une fois le coquillage travaillé ou même brut, on est obligé de les passer dans des bassins de purification. Qui dit bassin de purification, on dit un bassin où l'eau est stérile entre guillemets, parce que donc l'eau elle est filtrée. Certains ont un filtre biologique, d'autres ont un filtre à sable avec des UV. Là, en fait, c'est pour éliminer les bactéries qu'il y a dans les coquillages, qu'on n'est plus ni moins. Et qui permettent de proposer un produit propre. Exactement. Une fois que les coquillages sont passés dedans, une fois que nous on les met à la vente, on les vend vraiment l'esprit tranquille.